Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'été Smart. Ravi de vous retrouver durant une heure avec mes deux invités. On va réfléchir à l'actualité économique du moment, encore une actualité économique un petit peu au sens large. On va d'abord, ce sera le premier débat, première moitié de l'émission, s'intéresser à ces géants de la tech que l'on croit insubmersibles, dont la puissance est considérée comme inexpugnable. Et puis de temps en temps, il y a quand même des accidents. L'actualité avec, alors c'est les anciens géants de la tech, hein, l'actualité avec Yahoo notamment, mais aussi AOL, ça parlera aux plus anciens d'entre nous. Enfin, on ne parle pas du siècle dernier non plus, si on parle de fin du siècle dernier précisément, qui aujourd'hui ont été rachetés quasiment à la casse. Alors à la casse dans l'univers de la tech, hein, c'est 5 milliards d'euros, de dollars en l'occurrence, mais quand même par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, c'est des rachats à la caisse. Alors du coup, on se pose la question avec les gens de la tech aujourd'hui qui pèsent des centaines et voire des milliers de milliards, est-ce que voilà, ces géants peuvent-ils encore chuter ou pas? Voilà, ce sera la question que je poserai à mes deux invités ce soir. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera à la suspension par l'Union européenne du processus de ratification de les fameux accords, on en avait pas mal parlé la fin de l'année dernière, l'accord sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine avait été signé quasiment le jour de la Saint-Sylvestre, à la fin de l'année dernière. Ça avait été pas mal critiqué, il y avait besoin de ratification, notamment par le Parlement européen. Alors l'accord n'est pas enterré, mais quasiment. L'occasion de se poser la question, est-ce que plus globalement il faut, peut-être du point de vue de l'Union européenne, s'aligner un petit peu plus sur les États-Unis, c'est-à-dire s'éloigner un peu plus de la Chine. Voilà, ce sera notre deuxième thème ce soir. Mes invités, à ma droite, Christian Saint-Etienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur au CNAM, notamment. Geoffroy de Becdelièvre, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes entrepreneur, vous êtes le fondateur de Marco et Vasco dans le tourisme en ligne et investisseur aujourd'hui dans le numérique, on peut dire, et notamment avec une activité dans le référencement sur Google avec la dernière boîte dont vous êtes le patron. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, la question apéritif, c'est également comme hier, on va s'intéresser à cette date du 5 mai 2021 qui nous ramène au 5 mai 1821. C'est la question apéritif, 5 mai 1821, disais-je, évidemment, c'est le bicentenaire de la mort de l'empereur. Alors un sujet qui a pas mal agité les médias et les commentateurs ces derniers jours. Le chef de l'État aujourd'hui fait déposer une gerbe aux Invalides, et puis il a fait un discours à l'Institut, discours nuancé, dit-on, un discours en même temps à propos de l'héritage de Napoléon et de Bonaparte. Ici, on essaie de s'intéresser à l'économie. Donc, j'ai regardé ce que nous avait dit Bruno Le Maire, ministre de l'économie, sur le sujet aujourd'hui. Ce matin, il a tweeté, mais ce n'est pas particulièrement économique. Regardez, une grande nation se souvient toujours de ses grandes figures. Elle les aime, elle les critique, elle en débat librement, elle s'en inspire ou elle s'en détache. Mais elle ne les oublie pas. Le bicentenaire de la mort de Napoléon doit nous rassembler et pas nous diviser. Voilà, c'est plutôt quelque chose de très général. Et puis ce matin, dans le quotidien Les Échos, le PDG de la Monnaie de Paris, Marc Schwartz, nous a écrit un point de vue, une tribune, l'héritage monétaire de Napoléon, nous rappelant la création du franc germinal en 1803. Donc, alors c'est pas encore l'Empire, il était premier consul, le bonhomme, et qui a inauguré, dit Marc Schwartz, une période exceptionnelle de stabilité monétaire, puisque on dit que ce franc germinal, qui est 50 grammes d'argent à l'époque, et puis il y a eu aussi le 20 francs or, le fameux Napoléon, qu'on échange encore aujourd'hui, alors pas pour payer sa baguette, mais enfin en tout cas chez les spécialistes, qui a toujours une valeur. Et donc ce franc germinal, on dit que voilà, il a une stabilité monétaire de plus d'un siècle, au moins jusqu'en 1914. Est-ce que Christian Saint-Etienne, on pourrait dire, on n'en parle pas beaucoup, de l'héritage économique voire monétaire de Napoléon Bonaparte, c'est aussi on lui doit aussi ça. Est-ce que c'est aussi quasiment l'inventeur du franc fort? Alors, pour être un petit peu caricatural sur ce dernier terme. Oui. Quand il arrive au pouvoir, la France vient de connaître la faillite des assignats. Donc nous sommes en pleine crise de finances publiques. Et effectivement, il remet avec ses adjoints... Et puis il y a eu toutes les guerres post-révolution, dans le cadre de la Révolution. Oui, les finances publiques à flot. Et surtout, il réforme le système financier et il crée la Banque de France. Alors, il crée la Banque de France. On est plus d'un siècle après la création de la Banque d'Angleterre.
Donc, c'est 1800 tourons, la Banque de France. Oui. ouais, et donc, la Banque d'Angleterre, c'est à la fin du XVIIe. Donc, nous avons plus d'un siècle d'écart. Un siècle qui nous a coûté cher puisque les Anglais ont mis en œuvre l'amorce de la révolution industrielle. Les Français sont en retard et donc on le paiera plus tard. Mais donc, il crée le franc or. Il reste stable jusqu'en 1914, mais ce n'est pas parce que Napoléon l'a créé et qu'il aurait été intrinsèquement fort jusqu'en 1914. Ce qui se passe tout au long du 19e, comme le montre Polanyi dans son livre La Grande Transformation, c'est qu'a dominé en Europe l'idée que le marché, on l'a totalement oublié aujourd'hui, le marché avait la réponse à tout et qu'il fixait et que la valeur de marché forçait et le politique et le social. Et donc la conséquence du maintien de la parité du franc, c'est que dans les crises, les prix baissent, les salaires baissent. Donc c'est au fond, tout s'ajuste pour maintenir la valeur du franc or. Et c'est parce que tous les acteurs pendant plus de 100 ans partagent cette idée qu'il faut rester dans ce cadre, que le franc or de Napoléon va se maintenir jusqu'en 1914. En 1914, la France, comme le Royaume-Uni et l'Allemagne, procèdent à une décision politique et monétaire qui consiste à suspendre la convertibilité en or de leur monnaie, c'est-à-dire que jusqu'en 1914, pendant tout le 19e siècle, vous pouviez aller avec des francs papier et obtenir des francs or à la Banque de France. On vous les donnait cash tout de suite. Donc à partir de 1914, vos francs papier, vous ne pouvez plus les changer en or à la Banque de France. Pendant la guerre, en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne, les trois États financent l'effort de guerre par des emprunts. Ils créent donc des masses monétaires colossales. Alors, à la suite de la Première Guerre mondiale, entre la France et le Royaume-Uni, il va y avoir deux options différentes. Le Royaume-Uni n'a pas été dévasté comme la France, et donc on se souvient très bien que Winston Churchill, qui est le chancelier de l'Échiquier, rétablit la convertibilité en or de la livre sterling à la parité d'avant 14. Nous allons, et j'ai presque fini, nous allons attendre 1926 parce que notre situation de finances publiques est assez catastrophique. On est en train de se diriger vers quelque chose qu'on a déjà connu dans les années 20, aujourd'hui, compte tenu de l'explosion des déficits. C'est Poincaré qui arrive au pouvoir en 1926. Pendant 2 ans, il rétablit les finances. Et en 1928, il va rétablir la convertibilité en or, mais à ce moment-là, sur le marché d'échange, le franc papier s'échange à une valeur d'1/5 de sa valeur d'or d'avant 14. Et il fait cette conversion à la valeur de marché, c'est-à-dire qu'en fait, il dévalue le franc de 80% par rapport à la valeur d'avant 14. Et on se souvient que John Maynard Keynes salue cette décision comme une décision absolument géniale qui, effectivement, va conduire à un rebond de l'activité économique extraordinaire en 27, 28, 29, 30. Et ensuite, on sera frappé à mort par la dévaluation de la livre sterling en septembre 1931. Qui, au fond, à ce moment-là, on aurait... Nous désavantage par rapport à... Voilà, oui. Ça nous désavantage parce que la dévaluation de l'or de 30%. Et il aurait fallu qu'en France, on laisse flotter également l'or. En fait, en 1931, les Anglais ne suspendent pas la convertibilité. Ils laissent carrément la livre flotter. Et nous, on aurait dû faire pareil. Et on aurait peut-être évité la crise de 1934, vous savez, quand l'extrême droite est dans le pavé. Et que l'Action française 6 février 34 fait chuter le pouvoir.
Est-ce que, merci pour ce petit cours d'histoire économique, professeur, est-ce que, en résumé, la stabilité pendant 110 ans du front germinal, elle n'a rien à voir avec Napoléon, c'est juste l'ambiance de l'époque qui faisait qu'il y avait une croyance dans la stabilité de la monnaie. Hein, si on devait, puisqu'on est dans une télévision numérique avec des spécialistes, on peut dire que la décision de Napoléon, c'est 10% de la stabilité sur un siècle, et 90%, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait que tout le monde était d'accord sur le modèle qui conduisait à cette stabilité. D'accord. Bon, alors voilà, Bonaparte n'est pas l'inventeur du Francfort, c'est l'époque. Hein, mais il se trouve quand même que c'est lui qui a, en 1803, calé ce franc qui restera stable pendant 110 ans. Je vous pourrais demander de challenger la partie histoire-économique du professeur. Vous retenez quoi très rapidement, Geoffroy, de cet épisode ou de l'Empire, de ces 200 ans qui, alors je ne vais pas dire ça déchire le pays, mais pas loin. Ouais, non, enfin, moi je trouve ça déjà très intéressant. Et puis, je suis né il y a presque 50 ans où j'entendais déjà encore parler d'un Francfort, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai écrit l'inventeur du Francfort avec un peu d'interrogation pour rire, parce que c'était un dogme il n'y a pas si longtemps que ça, le Francfort. Oui, oui, absolument. Je l'ai entendu toute ma jeunesse avec est-ce que c'est le franc qui est fort ou, le Francfort, oui, c'est la fin des années 80, début des années 90. Hein, oui, c'est cette période-là où on peut quand même signaler que sous les réserves qu'on a émises précédemment, c'est-à-dire c'est 90% l'époque et 10% Napoléon, mais sous cette réserve, le franc au 19e apparaît comme la monnaie de référence au plan mondial. Et d'après parce que j'avais écrit sur ce sujet, donc il y a eu des recherches qui ont été faites par des historiens et des publications au début du XXe siècle sur ce phénomène. En fait, une cinquantaine de monnaies se sont carrément définies par rapport au franc. Donc la drachme, même le franc suisse, on s'accroche aux branches pour le croire, le franc suisse était défini par rapport au franc français. C'était un pour un même en sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le franc suisse. Hein, donc le franc français était, le franc or, était une référence mondiale jusqu'en 1914. Ouais. Et puis voilà, en 1803, il n'était pas encore empereur, mais bon, il avait déjà les bonnes habitudes. Il avait quand même mis son portrait sur les pièces de ce franc germinal. Allez, on arrête là l'histoire économique. On va appuyer sur la touche fast forward du magnétophone pour arriver à une période beaucoup plus récente. On va s'intéresser aux géants de la tech. Il n'y avait pas beaucoup de géants de la tech à l'époque de Bonaparte. Les géants de la tech peuvent-ils chuter? Voilà, c'est le titre de ce débat. Regardez, c'était hier dans le Figaro, il y avait la même chose dans les autres quotidiens, dans les Échos évidemment aussi. Verizon brade les anciennes gloires du web. AOL et Yahoo pour 5 milliards de dollars. Alors 5 milliards de dollars, ça paraît un gros chiffre, mais dans l'univers de la technologie aujourd'hui, a fortiori aux États-Unis, a fortiori dans les boîtes cotées en bourse, c'est pas grand-chose, y compris pour ses propres marques. Juste un rappel pour les plus anciens d'entre nous, en 1996, donc il y avait déjà Internet en 1996, c'était les débuts. En 1996, America Online, donc AOL, fusionnait avec Time Warner pour une valorisation de 182 milliards de dollars. Donc effectivement, et c'est le même AOL qui effectivement quasiment, qui aujourd'hui est bradé avec Yahoo, qui a aussi valu des dizaines de milliards de dollars à la grande époque, pour seulement, entre guillemets, 5 milliards de dollars. Alors ça pose plein de questions, c'est intéressant parce que ça a été... À une époque, encore une fois, il y a 20 ans, quasiment des entreprises, des géants qui étaient quasiment aussi puissants de nos GAFA d'aujourd'hui. Alors pas en termes de valorisation, mais quand même en termes de perception et en termes d'emprise sur ce qu'on pensait être effectivement cet univers de la technologie. Et on voit que ces boîtes ont pu trébucher. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit Apple de 1200 milliards, Google 1600 milliards en bourse, Microsoft 1600 milliards, Facebook quelque chose comme 700-800 milliards, on se dit c'est totalement, ils sont inexpugnables ces gens-là, ils sont forts comme on n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité pour des entreprises capitalistes, et ils peuvent plus chuter. Est-ce que
Est-ce qu'ils ont atteint, selon vous, je commence par l'entrepreneur cette fois, Geoffroy, est-ce qu'ils ont atteint une taille, une puissance qui fait qu'on ne peut pas imaginer voir dans 10 ans le même article que celui qu'on vient de voir, je ne sais pas quoi, vendu pour 5 milliards, Facebook et Google, vendu à la casse pour 5 milliards, Geoffroy. Ils ont de telles réserves de cash que je pense que ce ne sera pas dans 5 ans. Ouais. Après, non, dans 30, ça c'est vrai, dans 30. Mais... Dans 10 ans. Après, c'est est-ce que des géants peuvent chuter tout court. Enfin, je veux dire, si on regarde les 20 plus grosses market cap mondiales il y a 30 ans, il en reste combien en 2020 ? Zéro. Aucune dans les 20 premières. Oui. Les 5 premières, c'était 4 banques japonaises. Donc, il y avait une prédominance des banques, des sociétés de pétrole. Et voilà, donc on voit bien que ça bouge très, très vite. De toutes les façons, indépendamment de la tech, on sait que tous les 30 ans, les plus grosses market cap ne sont jamais les mêmes que les 30 années passées. Si on se replonge que même en 2000, la seule qui existait... je ne sais pas si on ferait ça sur tous les 30 ans en montant en arrière, il y aurait forcément autant de renouvellement parce que les choses s'accélèrent. C'était un peu plus long, les choses s'accélèrent quand même. C'était notamment des sociétés industrielles et donc avec des actifs, ce qui est très difficile. Je pense que General Electric ou Exxon, 30 ans avant, ils étaient déjà là. Voilà. En fait, ce qui est très difficile avec la tech, c'est que les avantages compétitifs peuvent être beaucoup plus facilement délogés par l'innovation. Et donc, finalement, c'est assez compliqué de les garder dans la durée. C'est là où, honnêtement, des boîtes comme Apple ou Google sont vraiment exceptionnelles. Mais néanmoins, si on regarde les market cap en 2000, il n'y avait que Microsoft qui existait. En fait. C'était la naissance de Google, c'était la naissance de Facebook, né quelques années d'après. Tencent, pareil, Tesla, même encore après. Donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui... leurs capitalisations sont absolument incroyables. Mais toute société est challengée, quel que soit son secteur d'activité. Et évidemment que ces sociétés ne seront pas les leaders dans 20 ou 30 ans. Oui. Encore une fois, il faut rappeler que Yahoo, à une époque, c'était déjà, c'est eux qui ont inventé... C'était un moteur de recherche avant Google. C'est Google qui est venu bousculer Yahoo avec un modèle un petit peu différent, plus malin, de fait, en intégrant dans les critères de recherche ce sur quoi les gens avaient cliqué avant, effectivement, et pas uniquement de l'indexation basique. L'économiste, il dit quoi sur cette capacité ou non de voir nos géants nos géants technologiques d'aujourd'hui être susceptibles, encore une fois, évidemment pas à 5 ans, mais même à 10 ou 20 ans de trébucher, voire plus que trébucher, par rapport à cet exemple-là. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, on n'a jamais connu, par rapport au temps où il y avait des grosses boîtes industrielles, une situation où les 3 milliards de consommateurs de la planète, qui représentent 90% des achats de la planète, sont connectés à un ordinateur, ce qui fait qu'une innovation trouve immédiatement les portefeuilles de ces 3 milliards de personnes. Ça n'a jamais existé. Donc, c'est un élément d'accélération phénoménale, quoi. Donc, ça, c'est la première remarque. La deuxième, je suis assez d'accord avec Geoffroy, on ne les voit pas chuter pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Néanmoins, je pense qu'il y a un élément extérieur qui pourrait les faire chuter. Regardons ce qui s'est passé avec Alibaba. Alibaba valait 800, 900 milliards. Il a suffi que le gouvernement chinois décide de retarder la mise en bourse de Ant. Sa filiale financière. Pour que la valeur soit divisée par 2. Et je pense que c'est plutôt des chocs venant de changement de la régulation. Or, on aurait posé la question il y a un an, les changements de régulation, tout le monde en parlait, tout le monde les souhaite, mais personne ne les voyait venir. Pourquoi ? Parce que dans le combat entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale, les grands groupes dont on parle, les GAFAM d'un côté, les BATHX chinois de l'autre, c'est quasiment les divisions blindées de ces deux pays dans la globalisation numérique. Et donc les Américains disaient... du point de vue de l'intérêt du consommateur américain, on aurait intérêt à casser les GAFAM, mais du point de vue des États-Unis face à la Chine, on ne va pas les casser. Oui, on va les garder puissants. Donc il y a un an, on aurait dit, non, ils sont là pour 15 ans. Sauf que, justement, Alibaba, c'est un changement majeur, puisque le changement de régulation n'est reprise en main du côté chinois, en tout cas pour les... n'est pas venu des États-Unis, comme tout le monde s'y attendait. Il est venu de la Chine. Il n'est pas venu pour maximiser l'utilité du consommateur, il est venu pour maximiser le pouvoir du Parti communiste. Mais de fait, ça rend possible une accélération d'un changement de régulation
et notamment d'une nouvelle politique pour casser les oligopoles, puisque les Américains viennent de nommer une jeune femme pour s'occuper des oligopoles, et elle a l'air assez méchante à juste titre. Et donc, un changement de régulation, et je termine par là, qui conduirait à ce que Facebook soit séparé de WhatsApp ou Google soit séparé de Waze, et ça aurait un colossal impact sur leur valorisation et leur capacité de se développement, surtout si on disait au moment où on faisait ça, non seulement Google, je t'oblige à te couper de Waze, mais en plus, je t'interdis pendant 3 ans d'acheter de nouvelles startups. Alors Google, étant le numéro 1 mondial du référencement, survivra quand même. Ils ont investi dans les robots et ailleurs, mais ils ont d'ailleurs perdu de l'argent. Mais franchement, je m'interroge sur Facebook. Est-ce que Facebook, coupé de WhatsApp, avec une interdiction de racheter d'autres boîtes, est-ce que au bout de 20 ans, ils ne pourraient pas se retrouver dans la situation de Google? Donc, effectivement, et ce qui rebondit, on réfléchit là comme si on était en séminaire, je rebondis sur votre remarque. Allez-y, on est en séminaire entre nous, là, on est tous les trois. Chez Google, il y a beaucoup de techno. Et vous disiez, les boîtes comme General Electric ont survécu plus longtemps. Mais il y a beaucoup de techno chez Google, parce qu'ils ont investi dans des tas de boîtes autour. Alors, vous êtes peut-être plus spécialiste que moi, mais je vois moins de techno chez Facebook, en dehors de sa capacité à maximiser l'argent qu'il retire des gens qui sont connectés. Je pense que Facebook a un modèle économique un peu plus fragile. Oui. Mais après, c'est super intéressant. Si on regarde Yahoo et Google, qui étaient quasiment au même point il y a 20 ans, effectivement, comme vous le soulignez, Google a fait des acquisitions stratégiques très très forte. Et permanente. Et permanente. Le fait de racheter YouTube, qui paraissait un prix absolument incroyable, 1 milliard à l'époque, et qui aujourd'hui représente une partie significative des résultats de Google, qui eux sont de 20 milliards, bah, finalement... Rien que YouTube doit gagner 1 milliard par trimestre. De racheter Android, qui leur permet d'être en position dominante sur le mobile, c'était super intelligent. Donc en fait, c'est avant tout Mais en même temps, si on reste sur Yahoo effectivement et Google, Yahoo c'était un moteur de recherche qui s'est fait écrabouiller par Google, qui a été un moteur de recherche plus efficient. Le moteur de recherche de Google, il continue à constituer quand même le cœur, vous le rappeliez, le cœur du modèle. C'est-à-dire que c'est quand même parce qu'on passe par la page google.fr en France ou google.com aux États-Unis qu'ils recueillent toutes les datas, qu'ils ont leur chiffre d'affaires publicitaire absolument colossal pour se faire, parce que les entreprises ont envie d'être référencées au début. Est-ce que d'un pur point de vue technologique, il ne pourrait pas y avoir un gars dans son garage ou pas d'ailleurs, qui trouve un moteur de recherche, un moteur de recherche qui ringardise le moteur de recherche Google. Le moteur de recherche de Google, il est simple parce que c'est juste une fenêtre et on a juste à écrire. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les nouvelles générations, moi mes enfants n'utilisent pas Google, est-ce que les nouvelles générations vont utiliser un moteur de recherche, qui était à un moment un peu un des risques qu'on soulignait sur Google, en disant les jeunes générations, ils utilisent les réseaux sociaux, ils utilisent éventuellement Facebook, Insta, etc. Mais ils n'ont pas du tout le réflexe Google. Ça viendra, je pense, probablement en travaillant. Si un gamin veut faire une recherche, il ne passe pas par Google naturellement. Déjà, un gamin qui fait une recherche, vous êtes déjà dans une catégorie. Dans une catégorie. Alors, pour l'école, oui, mais sinon, effectivement. Un gamin ne fait pas de recherche. On retrouve tout. Non, mais vous avez un module de recherche dans Facebook, dans Twitter, etc. Donc, un gamin qui recherche le franc germinal pour reboucler. Il ira le rechercher davantage dans Twitter. Il va d'abord le rechercher dans Twitter. Alors, il va trouver des. Mais il y a un moteur de recherche dans Twitter, donc il va trouver des tweets qui éventuellement le renverront sur le web, mais il va d'abord passer par des tweets. Les tweets renverront sur le web et donc ils retomberont directement sur Google. Mais donc c'était un éventuel risque. Après, est-ce que la recherche sera toujours par écrit ou est-ce qu'elle sera vocale avec des box à la maison, etc. C'est là où il peut y avoir, j'imagine, des disruptions qui vont arriver dans les années à venir. Mais en tout cas, tant qu'on utilise le moteur de recherche traditionnel derrière un clavier, c'est vrai que Google... Parce que ce qui est paradoxal, c'est que vous nous disiez,
a raison avec la technologie, enfin tous les deux. Comme voilà, on a accès tout de suite à 3 milliards d'êtres humains connectés, donc ça veut dire que ça peut aller très vite. Et en même temps, donc on pourrait penser au contraire que le renouvellement des entreprises va être accéléré. Et en fait, on a le sentiment, malgré tout, alors à la fois ils ont accumulé énormément d'argent dans leur caisse, donc ça permet de résister à quand même pas mal d'accidents. Et ils ont cette capacité aussi, grâce à cet argent, à acheter celui qui inventerait l'algorithme qui est vachement mieux en termes de référencement. Et c'est là où effectivement la régulation... S'ils n'ont pas le droit de racheter l'innovation de rupture qui serait meilleure que leur moteur de recherche, ils sont morts assez vite. Oui, assez rapidement. Et il y a aussi en fait, c'est important ce qu'on dit, parce que Tencent et Alibaba ont fait la même chose. Les deux ont racheté massivement. Ils ont copié les modèles de Facebook et Google. Ils ont racheté à tour de bras. C'est-à-dire que dès qu'une start-up pointe le nez et semble très bonne, ils la rachètent soit pour piquer les idées, soit pour la tuer. Voilà. Et donc, le point central pour eux, c'est comment évolue la régulation. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, ce sont devenus les acteurs les plus importants le nom m'échappe, de cette profession à Washington qui agit sur les hommes politiques. Et les lobbyistes. Voilà, c'est les premiers, ce sont les premiers financeurs des lobbyistes aux États-Unis. Bien sûr. Toutes ces entreprises. Il y a un autre truc marrant. Ils sont prêts à payer des milliards pour que la réglementation sur les oligopoles ne soit pas durcie. Ce qui est amusant aussi, c'est l'emplacement. C'est où est la valeur dans la chaîne technologique. AOL, c'était un fournisseur d'accès. Au départ, c'était même un truc un peu fermé d'ailleurs. C'était un peu une messagerie fermée comme CompuServe, enfin même avant. Et on avait un compte AOL, on avait un mail AOL. Le film You've Got Mail, c'est sur AOL là, avec Tom Hanks et je me souviens plus de la. Bref. Et donc la valeur était dans l'accès à Internet. Aujourd'hui, l'accès à Internet, mais zéro valeur, c'est-à-dire que c'est une commodité, voilà, même, et on voit même d'ailleurs dans la répartition de valeur entre les telcos qui ont les tuyaux, c'est pas du tout là où est la valeur. C'est ça qui est spectaculaire. C'est aussi l'évolution de l'endroit où est la valeur ajoutée et donc la perception de valeur par les marchés, mais de fait, in fine, par les utilisateurs. Ça peut bouger, ça, l'endroit où on perçoit que va être la valeur pour demain. Là où Google a un modèle qui est absolument magique, c'est qu'en fait tout est gratuit pour le client final. Votre adresse email, votre recherche, absolument tout, l'accès à Google Maps, à Waze, absolument. Oui, sur AOL, il fallait payer tous les mois pour avoir un mail, bien sûr. Et surtout, l'invention qui a été extraordinaire, ça a été l'enchère, en fait. C'est-à-dire que même une année comme 2020, où on peut se dire... L'enchère sur le modèle publicitaire de Google. Où en fait, ce ne sont que les sociétés qui payent pour remonter dans le moteur. Et on se bat tous les uns contre les autres pour remonter dans le moteur, notamment dans les liens, les 3 ou les 4 liens du haut qui sont payants. Oui. Et ce modèle, il est... Oui, ils sont payants, mais il ne suffit pas de payer, parce que tout le monde a envie de payer. Donc il faut payer plus à un instant T. Mécaniquement, il n'est qu'inflationniste, parce que plus il y a de compétition, plus ça augmente. Enfin, si je vous donne un exemple dans le voyage, quand j'avais démarré Marco Vasco en 2008, le mot-clé voyage Vietnam coûtait 70 centimes d'euros. Aujourd'hui, il doit être à 2,50 €. On se dit, c'est pas grand-chose, 70 centimes à 2,50 €. Mais quand vous faites ça sur des milliers de mots-clés... Oui, en pourcentage, c'est pas mal, cela dit. À la fin, en pourcentage, c'est monstrueux. Et puis, pour une PME, c'est quelques millions d'euros par an. Et même en 2020, où on se dit quand même Google est très dépendant du travel, son premier client mondial était Booking, perte de chiffre d'affaires, donc des premiers clients de tous les acteurs du tourisme, ça ne leur a pas empêché de passer de 160 milliards à 180 milliards de revenus. En fait, ils ont eu d'autres clients. C'est d'autres clients qui sont venus à la place. Tous les autres clients sont revenus à la place. Et puis il suffit qu'eux modifient leur algorithme pour augmenter de quelques centimes le mot-clé pour que ça ne fasse qu'augmenter sur l'intégralité de la chaîne, quoi. Enfin, honnêtement, d'où la question, c'est là où on se dit ils sont un peu inexpugnables, quoi. Voilà. Et la présentation des résultats de Google du trimestre 1 2021, il y a quelques jours, c'était limite indécent. Augmentation du chiffre d'affaires 34% par rapport à 2020, qui, je le répète, le profit fois 3 ou 4. Et le profit plus 162%. Fois 3 quasiment. C'est un modèle. C'est devenu un monopole. Ouais, totalement. Le profit de Google, c'est il faut le casser. Donc, est-ce que ça le profit de Google au premier trimestre, 18 milliards de dollars sur 3 mois. 18 milliards de profit, de résultats, pas de... Voilà. Est-ce que ce sera cassé comme l'était AT&T ou d'autres? C'est la vraie question. C'est la vraie question, c'est une probable fin de ces acteurs. Oui, c'est le débat industriel du moment. Alors aux États-Unis beaucoup, en Europe aussi un peu. Je pense que ça va évoluer sous la mandature de Biden, de toute façon. Il y aura un durcissement, sachant que le choix, pour l'instant, c'est soit de la séparation, c'est-à-dire, par exemple, dire que WhatsApp
doit être séparé de Facebook. Ça peut se faire relativement facilement. Il suffit de donner une action WhatsApp à tous ceux qui ont une action oui, ça, c'est Facebook. effectivement... Et puis, d'un seul coup, vous avez 2 boîtes. Et ça, c'est la séparation. Et puis, l'autre point, c'est de rendre possible l'accès aux données aux compétiteurs. Et ça, c'est trop tôt pour dire quelle est la route qui sera choisie aux États-Unis. Et puis, il y a un dernier point, c'est par exemple ce qui est au cœur du débat aujourd'hui entre Apple et la boîte qui... Epic Games, les leaders de Fortnite. Où ils sont en procès. C'est qu'au fond, jusqu'à quel point... quand vous monopolisez l'accès à Internet, vous ne vous retrouverez pas dans la situation d'EDF, d'un provider d'électricité, c'est-à-dire que vous devez être régulé en tant que tel, où on va vous permettre un profit de cost plus 5%, alors que là, ils doivent être à cost plus 1 million de %. Et donc, si on les ramène sur l'App Store, hein, c'est le sujet de Apple contre Epic Games, hein, c'est l'App Store, effectivement, avec le prélèvement de 30% sur toutes les transactions générées à l'intérieur des applis, sans effectivement que Apple soit pour rien. Le cost, là, est quasiment nul. Hein. Oui, bien sûr. Là, c'est vraiment, c'est vraiment comme au Moyen-Âge, quand il fallait payer pour traverser un pont. Donc, dans une sorte de droit de douane. Donc là aussi, voilà. Donc toutes ces questions, elles sont débattues depuis 15 ans, mais pas. La remarque de Geoffroy, à partir du moment, parce que ces boîtes perdaient de l'argent quand même jusqu'il y a 3-4 ans. Donc le fait qu'elles en gagnent et puis que d'un seul coup ce soit indécent. Enfin, en tout cas, elles ont longtemps perdu de l'argent. Allez, puisqu'on parle de la puissance de ces boîtes, un dernier mot, c'est un petit peu autre chose, mais c'est quand même un critère de puissance. On a appris aujourd'hui, cet après-midi, enfin c'était ce matin aux États-Unis, qu'il y a l'espèce de conseil suprême de Facebook, là, qui est indépendant de la direction de Facebook, mais qui a été nommé par la direction de Facebook, avait été chargé de décider du bannissement, de prolonger ou pas le bannissement, de la légalité du bannissement de Donald Trump. Et donc cet organe suprême, entre guillemets, a confirmé le bannissement de Donald Trump, tout en disant qu'il ne fallait pas que celui-ci, le bannissement en question, soit définitif. Voilà, c'est l'information de milieu d'après-midi, enfin en tout cas heure française. Sur cette, ça pose quand même voilà, c'est un autre type de pouvoir, mais ça pose la question du pouvoir de ces géants de la tech. C'est pas la même donnée. Un commentaire justement sur ce pouvoir. Alors, c'est les entreprises privées, mais de s'arroger, de décider, on héberge ou pas tel ou tel. Ça revient à la question de la régulation. Hein. Ça revient à la question de la régulation, oui. Mais il n'y a pas assez de complexité. Et concernant Facebook, elle existe depuis le début, en fait. Est-ce que Facebook est propriétaire de son contenu ? Non. Facebook, c'est... est-ce que Facebook est un éditeur ou pas ? Ou est-ce que c'est juste une plateforme qui laisse les gens s'exprimer entre eux ? Et je pense que la définition... Quand ça les arrange, ils disent que c'est une plateforme qui laisse les gens s'échanger entre eux, et quand ça les arrange moins, ils s'arrogent le droit de décider qu'un tel n'a pas le droit d'être sur... Exactement. Et je pense que cette définition même du rôle de Facebook précis et de son métier n'est toujours pas claire. Et effectivement, ils sont capables de jouer sur les deux tableaux. Ce que vous disiez, Christian, c'est de fait encore une question de régulation. Mais encore plus subtile, d'ailleurs, parce que décider est-ce qu'ils ont le droit c'est une boîte privée. Oui, mais c'est de refuser un compte Facebook. Quoi. Oui, mais là, c'est un biais fabuleux aussi pour rentrer dans le traitement de ce problème. Cette jeune femme là qui reçoit de l'administration Biden le pouvoir d'investiguer les structures de l'économie américaine. Elle pourrait dire justement, on ne peut pas être des tuyaux à un moment et un éditeur de l'autre. Et donc, on pourrait parfaitement dire, finalement, vous êtes des tuyaux. Et le pouvoir d'édition, il est donné à une nouvelle commission fédérale. Et donc, à ce moment-là, vous tuez le modèle. Alors, est-ce qu'ils iront jusque-là ? Il faut bien avoir en tête que dans toutes les décisions qu'ils vont prendre aux États-Unis, ils ont 2 éléments à l'esprit. 1, c'est le bien-être du consommateur américain. Et 2, c'est que font les Chinois sur le même sujet. En ayant en tête la question de la puissance des États-Unis. Voilà. Bien sûr. Et alors qu'il y a Tencent, Alibaba de l'autre côté, c'est l'arme absolue que brandit depuis le début les GAFAM. En fait.
Et si En disant, si vous nous affaiblissez, vous affaiblissez l'Amérique face à la Chine. Hein, donc, bien sûr, on va et revenir puis, d'ailleurs. finalement, c'est Alibaba qui sera utilisé sur Oui. le marché chinois. Donc effectivement, c'est depuis le début à ça. La question aussi se pose pour Amazon. Si c'est un distributeur, jusqu'à De quel ses propres point, produits ou du produit des autres. Voilà. Oui, c'est ça. à partir du Juge et moment parti. où ils deviennent hégémoniques sur la distribution des produits des autres, est-ce qu'on les autorise à distribuer leurs Avoir les leurs. produits? Voilà. Oui. Bon, bah voilà, on voit qu'il y Dernier aura point qui va évoluer, je pense quand même avec Biden aussi, ça va être leur fiscalité. C'est-à-dire qu'ils ont quand même annoncé que sur ça commence. Oui. les revenus, notamment sur l'Europe, ils devaient avoir un pot d'imposition Zéro. sur Là, les Amazon sociétés. n'a rien payé l'année dernière. Et voilà, en imposant, et notamment sur son plan à 2000 milliards, la moitié sera financée par l'augmentation de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis et l'autre moitié par l'homogénéisation de l'impôt sur les sociétés de ces puissances américaines, notamment sur l'Europe. Oui, avec un minimum de 21%, Avec un c'est-à-dire minimum que de si 21%. l'Irlande impose à 12, ça veut dire qu'ils paieront 9 en plus donc ça va au Trésor américain. sacrément changer le résultat net de ces acteurs néanmoins. Hein. Absolument. On en parle assez peu, mais c'est Ça n'a pas ému tellement Wall Street, hein, mais même si le Nasdaq est un petit peu Non, consolidé, mais en milliards, ça va peser lourd. pas quand même. encore. Oui, oui. Allez, on marque une courte pause. On ne va pas complètement s'éloigner des États-Unis, ni des relations entre les États-Unis et la Chine. On va parler de cet accord, pour le coup, entre l'Europe et la Chine. Mais évidemment, les États-Unis sont dans l'équation. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Retour dans Late et Smart, merci de rester avec nous. Faut-il s'éloigner de la Chine? C'est le thème de ce deuxième débat. Alors là, ça pourrait signifier beaucoup de choses. On va partir d'une actualité qui est une espèce de mini psychodrame qui s'est déroulé hier à Bruxelles, enfin en tout cas dans les instances européennes, à partir de cette dépêche AFP. Regardez, breaking, l'Union européenne suspend les efforts de ratifier le China Investment Deal. L'acronyme, c'est pas CID, je crois que c'est CAI. Bon, bref, c'est cet accord d'investissement qui avait été signé le 29 décembre ou le 30 décembre dernier, donc 2020. Entre l'Union européenne et la Chine, un accord visant à rééquilibrer les termes de la relation, qui avait été pas mal critiqué, qui était depuis aussi de nouveau critiqué. Cet accord a donc été signé par Mme Merkel en tant qu'à l'époque elle était présidente du Conseil, mais il faut quand même ratifier les choses, notamment au niveau des États et puis au niveau du Parlement européen. C'était un petit peu compliqué et du coup, là, on a appris la suspension des efforts de ratification de ce traité. Ça a surpris tout le monde. Les petits commentaires un peu amusants, le chercheur à l'IFRI, la marque Julienne. Petite pensée pour les négociateurs européens qui ont bûché depuis 8 ans sur l'accord, mais tôt ou tard, il était voué à l'échec. Rectification de la porte-parole du commissaire en question, le commissaire au commerce, M. Dombrovski, qui précise, regardez, c'est en anglais, je vous fais la traduction qui a été faite dans le papier dans Le Monde cet après-midi. Dans la situation actuelle, avec les sanctions de l'Union européenne contre la Chine et les contre-sanctions chinoises, y compris contre les membres du Parlement européen, l'environnement n'est pas propice à la ratification de l'accord. Nous avons pour le moment suspendu certains efforts de sensibilisation politique du côté de la Commission. Alors c'est subtil, donc c'est pas une mise à mort de cet accord. Pour l'instant, on suspend. Alors il y a des débat sur Twitter, non, c'est une suspension technique, non, ben voilà, sur savoir de quoi il s'agit. La chancelière Merkel, aujourd'hui, s'est prononcée de nouveau pour défendre cet accord. Elle l'a qualifié d'important, cet accord, qui ouvre, a-t-elle rappelé, une plus grande réciprocité dans l'accès à nos marchés réciproques. Et donc, elle constate qu'actuellement, on a une période de difficulté, mais elle s'est exprimée pour confirmer en tout cas son soutien à cet accord. Et je vais vous passer la parole, Christian, parce que le 30 décembre 2020, à 11h49 du soir, donc, voilà, à minuit, voilà, vous aviez tweeté « L'accord Union européenne-Chine sur les investissements est une colossale erreur stratégique qui conforte la dictature chinoise sans contrepartie significative pour l'Europe. L'Allemagne mène une politique allemande en Europe en privilégiant ses intérêts mercantile sur l'indépendance de l'Union européenne. Je pense exactement la même chose. Est-ce que vous êtes... Alors ça, j'imagine, c'est pas... Non, moi, j'aurais pu changer depuis Je voulais pas vous piéger là-dessus. Est-ce que vous êtes du coup très satisfait de cet enterrement qui n'en est pas un, mais qui ressemble pas mal quand même ou est-ce que vous êtes prudent sur le fait que ça vous paraît pas encore un enterrement ou est-ce que voilà, quel est... Non, je pense que ça va ressortir.
parce que malheureusement, l'affaiblissement de la France depuis une quinzaine d'années fait que le leadership politique en Europe est passé en Allemagne. Je ne change rien au tweet, les Allemands mènent une politique totalement mercantiliste. Chaque fois Sous-entendu, ils défendent leur intérêt de puissance exportatrice, notamment vers la Chine. Hein, c'est ce que. Mais pas ceux de l'Europe. Oui. Hein, la France, malgré toutes ses faiblesses, quand elle était puissante en Europe, elle défendait les intérêts de l'Europe. Je ne dis pas qu'elle ne défendait pas aussi les siens, mais c'était en second. Les Allemands, c'est carrément les leurs, et puis éventuellement ceux de l'Europe. Donc là, sur cet accord qui avait été très fortement poussé par les Allemands et finalement signé par Madame Merkel 2 jours avant la fin de son mandat à la tête de l'Europe. Mais bon, elle ne l'avait pas faite complètement toute seule. Elle avait vaguement quand même obtenu, on imagine un peu oralement, un accord tacite des autres chefs d'État et de gouvernement. Oui, mais parce que les Néerlandais sont favorables à cet accord. Les Italiens ont signé sur les routes de la soie. Voilà, donc les Français, dans la situation de nos finances publiques et de notre désindustrialisation, de notre déficit extérieur, ont énormément de mal à dire non aux Allemands aujourd'hui. Donc les Français n'étaient pas pour, mais on s'est tu. Voilà, donc en fait, moi, plutôt que de penser que c'est mort, je me dis que si il y avait une évolution de ce traité pour qu'il soit plus acceptable, hein, sachant que ça ne changera rien évidemment au fait que la Chine est une dictature atroce qui plus ou moins extermine les Ouïghours, puisque vous savez. Oui, mais enfin, on continue à faire du commerce avec eux Voilà, et accueillir. Avec forcée et tout le reste, mais enfin bon. Dans l'histoire, les pays qui font ça, on les a quand même pas très bien considérés. Néanmoins, je pense qu'il y aura une version nouvelle de l'accord, probablement. Et à ce moment-là, il faudrait qu'on soit beaucoup plus clair sur ce qui est la grande faiblesse de cet accord, c'est-à-dire le contrôle des subventions données par l'État chinois aux entreprises chinoises, hein, ce qui fait que c'est par exemple par ces subventions que pour les panneaux photovoltaïques, alors que l'Allemagne, à un moment donné, avait le leadership mondial sur les panneaux, l'État chinois a payé les fournisseurs chinois et les panneaux arrivaient en Europe 30% moins chers que les panneaux allemands et ils ont tué cette industrie. Ils sont capables de le faire pour toutes les industries. Cela dit, sur le papier, cet accord était censé, d'ailleurs c'est ce qu'a rappelé le commissaire Dombrovski, excusez-moi, je ne sais pas encore, il a dit que cet accord nous aiderait à résoudre une asymétrie, au sens, cet accord est sur le papier censé nous être favorable, il est censé lever les contraintes que la Chine imposait aux investisseurs étrangers, comme l'obligation de créer des JV, ou effectivement obligé de transférer les technologies en contrepartie de oui, mais ça, c'est ce que les Américains, c'est ce que Trump avait déjà obtenu. Donc, c'était juste l'extension de ce qu'ils avaient donné aux Américains européens. Donc, c'est pas un truc européen. Non, oui, mais il n'y a rien sur les subventions. Or, c'est ça le nerf de la guerre dans le processus technologique qui s'accélère. S'il y a un gouvernement et un seul qui peut financer massivement ces entreprises et pas les autres, parce qu'ils n'obéissent pas en fait aux règles de l'OMC. Tout ça vient de ce que, quand ils sont rentrés à l'OMC en 2001, au lendemain du 11 septembre, les Américains avaient bloqué l'entrée de la Chine à l'OMC pendant 15 ans, avant le 11 septembre. Quand il y a le 11 septembre, les Chinois disent on va s'allier avec les Américains contre les islamistes. Donc les Américains laissent les Chinois rentrer. Mais la raison pour laquelle les Américains ne voulaient pas laisser rentrer les Chinois, c'était parce que déjà, quand vous rentrez à l'OMC, il ne faut pas seulement signer le traité de l'OMC, mais il y a des dispositions annexes cruciales qu'il faut signer, comme l'interdiction des subventions. Et ça, les Chinois n'ont jamais voulu signer. Et donc, il ne fallait pas les laisser rentrer à l'OMC. Et aujourd'hui, la Chine... on va pas revenir là-dessus. Non, mais tout ça pour dire que si on ne le fait pas maintenant... de toute façon, c'est le nénuphar. Ils ont pris le quart de l'économie mondiale, ils vont continuer de croître plus vite que les autres, et ils prendront toute l'économie mondiale. Donc, ce traité était mauvais du fait de sa faiblesse sur le contrôle des subventions du gouvernement chinois. D'ailleurs, même les négociateurs le reconnaissaient. Et pour vous, reste mauvais. J'ai voulu, en écrivant « Faut-il s'éloigner de la Chine ?», Geoffroy, j'ai voulu élargir le débat. Effectivement, de fait, l'Europe se retrouve
ou pas, je ne sais pas. Coincé, ou enfin, en tout cas au milieu d'un face-à-face entre les grandes puissances, les très grandes puissances, États-Unis et Chine. L'administration américaine précédente et la nouvelle, là-dessus, n'a pas tellement changé, veut évidemment que l'Union européenne soit alignée sur les positions américaines. Au sein de l'Europe, tout le monde est moins aligné. Je rappelle, vous avez vécu en Chine, vous avez travaillé à Shanghai. Que vous inspire cette problématique, mais cette bagarre. Alors là, l'accord sur les investissements, c'est un prétexte, mais pas que, parce que c'est un texte signé. Avant de rentrer en studio, vous me disiez, les Chinois, l'oral est souvent beaucoup plus important que l'écrit. Je rappelais une anecdote, mais c'est quand moi j'ai vécu à Shanghai de 2003 à 2007, puis après on a gardé un bureau pendant 10 ans. Mais effectivement, quand on s'est associé avec un partenaire local dont on avait besoin dans le tourisme, et qu'on avait un joli contrat en bonne et due forme, et j'étais tout content, et il m'a dit les négos commencent à partir de maintenant. C'est-à-dire que pour lui, le contrat... Le fait de l'avoir signé était anecdotique. Oui. En fait, on allait commencer la négo, quoi. Parce que le relationnel en Chine est très important. Après, nous, ça s'est super bien passé, et on a eu un bon relationnel. Mais c'est des codes de conduite et de fonctionnement qui sont tellement différents des nôtres, effectivement. Donner de la face, valoriser un Chinois, revenir à chaque fois avec une bouteille de cognac pour monsieur, un parfum pour madame, ça contribue à entretenir des bonnes relations beaucoup plus importantes que le contenu du contrat. Donc ça peut surprendre, mais effectivement c'était... Ça continue, ça ? Et ça continue. Je pense que ça... cognac et le... Oui, ça passe. Après, même si Xi Jinping fait un gros nettoyage... la Chine est plus tout à fait la même qu'au début des années 2000. Ça, c'est pas de la corruption, c'est du relationnel. C'est le guanxi, c'est différent. Le guanxi chinois, c'est le relationnel qui est très différent. Et après, sur cet accord, je pense que on a quand même l'impression que les régions du monde peuvent avoir besoin des autres. Évidemment que l'Allemagne, qui est un pays industriel hyper exportateur, notamment l'industrie automobile, a beaucoup plus besoin de la Chine. Mais on peut aussi se questionner sur la France, qui a le leader mondial du luxe ou de la cosmétique, et qui tire donc LVMH ou LVMH et L'Oréal, ils aiment bien la Chine, oui, bien sûr. De leur profit, la Chine. Probablement un tiers. Clairement, probablement un tiers. Et l'Asie, plus de 50%, on en a clairement besoin aussi. Donc finalement, après, je pense que le terrain... Vous avez raison, c'est pour ça que les Français ont laissé signer, même si... c'est pour ça que le terrain d'entente, voilà. Donc effectivement, on est moins puissant sur l'industrie que l'Allemagne. Et puis surtout, quand on a fait des deals avec la Chine, il y a quand même très souvent eu un transfert de techno derrière. On l'a vu dans le nucléaire, on l'a vu dans le transport, on l'a vu sur pas mal d'industries, qui a quand même fragilisé. Alors justement, dans l'accord, il y avait dit on peut plus obliger au transfert de techno. Encore une fois, on ne peut plus obliger, mais si vous ne transférez pas, vous n'avez pas de contrat. Ça reste sur le papier, on peut transférer. La réalité, c'est que vous n'avez pas le contrat. Et que, en fait, dans tous les cas, il y a... Donc c'est un peu bidon de faire un accord en m'écrivant ça. C'est pas... Mais il y a je sais pas, c'est exactement ce que disait Geoffroy. Ça fait plaisir aux Européens, mais ça n'engage pas les Chinois. Voilà, ça reste sur le papier. Comme les règles de l'OMC à l'époque, que vous rappeliez. Au-delà, est-ce que diplomatie, droits de l'homme et business font bon ménage ? Hier, je faisais commenter le fait que on a vendu 30 rafales supplémentaires à l'Égypte. C'est pas non plus un parangon de droits de l'homisme, le général Sisi. En même temps, c'est un dictateur un peu aussi, mais il est dans notre camp. Enfin, en tout cas, sur la bagarre dans la bataille contre le terrorisme et le terrorisme islamiste évidemment. Est-ce que la Chine, est-ce qu'il faut... à l'époque de la rivalité États-Unis-URSS, il n'y avait pas de business. Le commerce international n'avait rien à voir. Et puis l'URSS pesait rien dans le commerce mondial. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays d'Occident qui n'est pas dépendant d'une manière ou d'une autre, dans les deux sens d'ailleurs, avec la Chine. Est-ce que c'est un point positif ou est-ce que c'est un point négatif ? Est-ce que ça nous empêche d'être sévères sur les principes, sur les valeurs ? Moi, je reviendrai sur ce que vous avez dit sur l'Égypte. Alors ça va choquer les téléspectateurs, mais je pense qu'il y a quand même deux types de dictatures. On donnera votre adresse. Il y a deux types de dictatures, c'est-à-dire qu'il y a des dictatures comme l'Égypte. C'est une dictature pour se maintenir au pouvoir. Mais en Chine, mais au fond, si vous regardez l'histoire de l'Égypte depuis 50 ans, ils n'ont aucune revendication sur les États autour d'eux. Et c'est même le premier État qui a signé un traité de paix avec Israël. Donc... Alors pas Al-Sisi, parce que c'était en 78, c'était Anwar el-Sadat. Oui, mais ça montre la stabilité de la politique égyptienne depuis 50 ans. Bon, de l'autre côté, vous avez une dictature offensive. Donc on pourrait dire que l'Égypte, c'est une dictature défensive. Bon.
qui restreint la liberté politique, mais les Égyptiens, ils font ce qu'ils veulent en dehors de la liberté politique. En Chine, vous savez qu'ils ont mis en place le jugement social. On revient au géotechnologique là pour le coup, parce que, et à la qui se traduit par le fait que chaque Chinois a une notation. Et donc avec des conséquences colossales. C'est-à-dire que si vous êtes mal noté, vous êtes mort socialement et économiquement, puisque vous allez sur Internet, vous voulez réserver un train de Pékin à Shanghai, n'importe où, ou Canton, et on vous dit mais en dessous d'une certaine note, non, ce n'est pas possible pour vous, et même en dessous, si vous avez une très mauvaise note, vous ne pouvez même plus acheter un appartement. Donc ce système n'existe pas en Égypte non plus. Et puis donc la Chine menace clairement de prendre le contrôle. C'est un régime totalitaire, peut-être plus juste une dictature. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus global, évidemment. Donc on peut d'ailleurs considérer qu'on parle de la Chine. En fait, c'est le Parti communiste chinois qui met en place cette politique, et que le peuple chinois est autant victime que condamnable pour cette situation. Évidemment, c'est pas contre les Chinois en tant que tel. Pas contre la Chine elle-même. Geoffroy, j'ai l'impression quand même que vous suggériez tout à l'heure, alors vous n'avez pas connu la notation, parce que c'est assez récent, effectivement, en tout cas à l'époque où vous disiez habiter là-bas. Quand c'est possible, essayer de se tendre la main quand même. Vous allez dire, il faut quand même essayer de continuer à converser, à discuter, à commercer. L'idée selon laquelle faire du commerce, c'est quand même un moyen de pas se faire la guerre. Ça reste un marché d'1,3 milliard de consommateurs. Et donc évidemment qu'on a du mal à se dire qu'on va se priver de ce marché. Donc, et je pense que demain, oui, nos leaders mondiaux... dont je parlais tout à l'heure, le VMH et L'Oréal, si demain on a des sanctions pour qu'ils puissent vendre en Chine, ça va clairement nous pénaliser, parce qu'aujourd'hui c'est un des plus gros employeurs néanmoins français. Donc je pense que voilà, il faut arriver à jouer sur l'économique. Après, sur tous les sujets des droits de l'homme, c'est très difficile d'avoir ces échanges avec les Chinois, parce que nous on a tendance à être très critiques, mais inversement je me souviens de Chinois qui me disaient mais vous en 2005 la canicule, vous laissez crever ils ont toujours des il y a 2 ans, dis donc, vous laissez Paris brûler. Donc nous on a toujours notre regard, mais c'est je trouve également assez intéressant de temps en temps ils ont une dialectique qui est assez au point effectivement pour trouver après c'est très compliqué, je pense que personne n'a l'expérience du management d'un pays, si on peut parler de management, d'1,3 milliard ou 1,4 milliard. Bien sûr, oui. Avec en plus des régions aussi divisées. En fait, je pense que la principale difficulté, nous, on a souvent tendance à juger la Chine, mais je pense qu'en fait, la Chine, on a assez rien à faire de nous. Ils ont tellement la gestion du social, ne serait-ce que chez eux, est tellement complexe que finalement, le qu'en dira-t-on de ce qu'ils font ne les intéresse assez peu. Oui. Bon, on le voit bien d'ailleurs, ils sont assez, y compris les diplomates chinois sont de plus en plus, se sentent de plus en plus libres dans leurs propos, y compris quand ils sont à l'étranger. Litote. Oui. Et puis agressif. Voilà. Et puis bon, il faut rappeler que ce qui plombe un peu là, effectivement, la ratification de cet accord, c'est les sanctions dans les deux sens récentes à l'occasion du dossier ouïghour. Il y a eu des Chinois qui ont été sanctionnés en Europe. Du coup, mesure de rétorsion, la Chine a sanctionné des Européens. Y compris des parlementaires européens. Voilà, monsieur Glucksmann n'a plus le droit d'aller en Chine. Et puis le président du Parlement européen non plus, ce qui est peut-être quand même une bêtise. S'il voulait que l'accord soit ratifié, monsieur Sassoli, effectivement, tout récemment, la semaine dernière, je crois, effectivement, il n'a plus le droit d'aller en Chine. Alors c'est peut-être temporaire, on verra. En tout cas, voilà, on en reste là, pas de l'émission. Il nous reste 5 minutes. On va faire aborder l'after, balayer 2-3 actualités pour terminer. Allez, 2 petits sujets pour terminer rapidement. On reste en Europe. Regardez ce papier, c'est dans le Financial Times. La France menace de couper l'électricité à Jersey, alors que émerge, c'est pas nouveau, ça fait quelques semaines, quelques mois, les tensions autour de la question de la pêche. Voilà, les navires français sont pas suffisamment autorisés. Enfin, en tout cas, il n'y a pas un nombre suffisant à date de navires français autorisés à aller pêcher dans les eaux territoriales de Jersey. Ça fait partie de la Grande-Bretagne. Et pour effectivement jouer un petit peu le levier, la négo, la ministre de la Mer a dit « si ça continue, on vous coupe l'électricité » parce qu'il se trouve que l'électricité à Jersey, qui est donc britannique, arrive de chez nous. Et de fait, géographiquement, c'est plus proche de nos côtes que des côtes de la Grande-Bretagne. C'est une des
micro ou des millions de conséquences du Brexit. Alors évidemment qu'on ne coupera pas l'électricité à Jersey. Oui, ça montre que le sujet est quand même toujours pas un peu tendu sur le Brexit. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus intelligent à dire? Parce que d'abord, on ne menace pas les gens de les priver de quelque chose d'aussi essentiel. Oui, c'est comme si vous disiez que votre voisin ne vous plaît pas et vous allez lui couper l'arrivée d'eau. C'est complètement con de faire ça. Voilà. Et donc, c'est Mme Girardin, la ministre de la Mer, qui a... En revanche, il y avait quelque chose à dire qui était... nous avons une ressource fabuleuse qui sont les coquilles Saint-Jacques en baie de Seine, dont les Anglais sont friands. Et historiquement, on leur a toujours permis de pêcher 30 ou 40% de ces coquilles Saint-Jacques, donc ils se gavent. Il fallait rester dans le domaine de la pêche en disant vous ne nous donnez pas les autorisations. Rester sur la négo pêche poisson contre poisson. Vous interdit, ou crustacés contre vous interdit l'accès aux coquilles Saint-Jacques, mais pas parler de couper l'électricité. Ouais. Enfin, c'est d'une stupidité qui mériterait qu'elle soit révoquée. Elle a perdu une occasion de se taire, la ministre Geoffroy. Je suis totalement d'accord avec Christian. Enfin, c'est assez aberrant. Ça fait très court de récré. On va couper l'électricité. Enfin, c'est assez surprenant, honnêtement. Oui. C'est totalement surprenant à ce niveau-là. Oui, on savait qu'il y avait des tensions sur la pêche, mais effectivement qu'on installe un rapport de force, pourquoi pas? C'est bien. En disant vous ne pourrez pas venir pêcher nos coquilles Saint-Jacques parce qu'elles sont extraordinaires et donc non mais les Anglais d'ailleurs au moment de la négo ils étaient très inquiets sur le fait qu'ils pourraient perdre l'accès aux coquilles Saint-Jacques françaises. Donc c'était sur ce dossier-là qu'il fallait les avoir, pas sur l'électricité. Enfin, c'est stupéfiant. Enfin, allez, très vite, rien à voir. Le rôle des actionnaires dans la détermination, dans l'approbation de la rémunération des grands patrons. L'expression anglo-saxonne qui va bien, c'est le say on pay, c'est-à-dire avoir son mot à dire sur le salaire. Dernier épisode en date aux États-Unis, l'Assemblée générale de General Electric, c'était hier ou avant-hier, enfin là c'est un papier de Reuters de ce matin, où ils nous disent que les actionnaires ont montré les muscles sur ce sujet. 57% de l'Assemblée générale a refusé le package salarial de M. Larry Culp, qui est le patron de GE, qui se chiffrait sur plusieurs années, mais en centaines de millions de dollars, avec notamment, en août dernier, une division par 2 du cours de l'action nécessaire pour être atteint, pour ensuite générer plein d'actions gratuites, avec un enjeu de centaines de millions de dollars. Ce vote, il est indicatif. Est-ce qu'il faudrait, dans le principe, que sur des sujets symbolique, comme la rémunération des grands patrons, le vote des actionnaires ne soit pas que symbolique, au sens où c'est au conseil d'administration de prendre en compte ou pas ce qu'ont décidé les actionnaires. Selon vous, l'entrepreneur, Geoffroy? Déjà, moi, je trouve ça assez pragmatique quand un cours d'action où la valeur d'une société est divisée par 2, de accorder un bonus de 110 millions, ça ne me choque pas, c'est le pragmatisme américain. Non, mais là, du coup, c'est que les critères de son package, le niveau demandé est divisé par 2 aussi. Donc, du coup, il garde le même, le même potentiel. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas sanctionné pour le fait que l'action est divisée par 2. Au contraire. Ça peut être surprenant, effectivement. Quand même, et sur le fait de garder un rôle que consultatif aux actionnaires sur ce sujet. Les actionnaires, ils négocient un package avec le patron sur des critères qui sont clairement définis. Donc, et pour une durée qui est déterminée. Au moment où ils le signent, c'est qu'ils sont d'accord avec ces critères et avec ce package. Ils peuvent être pas d'accord et que, mine de rien, il a quand même, parce que c'est le conseil d'administration qui décide, c'est pas l'Assemblée générale. Votre sentiment sur ce... Alors, rapidement. Il faudrait faire une investigation, mais j'ai vu que pour plusieurs sociétés dans les dernières années où le say on pay avait été négatif à l'Assemblée générale, le conseil d'administration avait modifié les termes du contrat du PDG. Donc là, je pense que... Là, on ne sait pas ce que va en tirer comme conséquence le conseil d'administration. C'est juste sur le principe, est-ce qu'il faut que ce soit rédhibitoire non, mais je réponds à votre question. Si systématiquement les conseils d'administration d'eux-mêmes, après une décision négative de l'Assemblée, en tirent des conséquences. En tiraient les conséquences, on n'aurait pas besoin de rendre la chose obligatoire. Néanmoins, là, dans l'affaire que vous décrivez, diviser par 2 le prix de déclenchement de la valeur de l'option, et puis ensuite que cela déclenche des attributions d'actions extrêmement favorables au PDG, ça pose un problème parce que les actionnaires, eux, ils se sont pris en pleine gueule. La division par 2, bien sûr. La valeur de l'action. Voilà, absolument. Donc,
c'est difficile parce que si Il faut en tout cas que le conseil d'administration en tienne compte. Voilà, si le conseil d'administration de GE n'en tient pas compte, il fait une erreur colossale parce qu'il va donner des arguments à ceux qui diront qu'il faut légiférer. Voilà. Merci, on en restera là. Merci messieurs pour cette heure passée ensemble. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain à la même heure sur Bismart. Ciao.